Ravi de vous retrouver. Nous sommes de retour ici sur le plateau au ministère de l'économie, des finances et de la relance. Suite à cette pause déjeuner, de nombreux échanges sont organisés tout au long de cet après-midi. Et pour débuter, je suis ravi de donner tout de suite la parole à la vice-présidente de la Commission européenne chargée des valeurs et de la transparence. I'm delighted to hand over to you. Je vous cède sans plus attendre la parole, Vera Jouvova. Je vous en prie. Pourriez-vous nous donner quelques remarques d'introduction? Mesdames, Messieurs, je tiens à remercier le gouvernement français, en particulier Monsieur le ministre Le Drian, Monsieur le maire, Monsieur Ho et Monsieur Beaune, pour cette conférence importante sur le thème de la construction de la souveraineté numérique européenne. Le thème de la souveraineté stratégique s'est immiscé dans la scène politique en France et en Europe. Mais j'entends souvent des points de vue différents sur ce que cela signifie dans la pratique. Permettez-moi donc de commencer en partageant ma vision en ce qui concerne ce sujet, en mettant en exergue les opportunités et risques. Puis je me concentrerai sur l'impact de la révolution numérique, l'impact sur la démocratie et sur la manière, notre quête de souveraineté en ligne. Je salue l'importance de cette souveraineté numérique et je pense que c'est un signe de confiance en soi. C'est le reflet d'une ambition européenne selon laquelle nous devons être acteurs et non pas de simples objets dans le cadre de cette révolution. Nous devons être ceux qui légifèrent et non pas seulement y être assujettis. Et il nous faut suivre une approche européenne. Et à mon sens, cela signifie également qu'il faut dire haut et fort que nous ne serons pas naïfs. La pandémie nous a rappelé que cette ère de mondialisation joyeuse est révolue. Les égoïsmes et intérêts nationaux entrent clairement en jeu et entravent une coopération régionale et multilatérale. Nous nous souvenons toutes et tous des problèmes initiaux lorsque nous recevions des respirateurs et vaccins en raison des perturbations de la chaîne d'approvisionnement et en raison de mesures de contrôle des exportations imposées par d'autres pays. Alors oui, je suis d'accord qu'il y a des éléments qui sont essentiels pour notre bien-être et notre sécurité européenne, les médicaments, l'énergie, les semi-conducteurs par exemple, où il nous faut faire preuve d'une meilleure vision stratégique et passer à l'action. Mais je ne serai pas une vraie tchèque si je ne soulignais pas les risques possibles. Je ne veux pas le faire pour critiquer, mais pour sensibiliser et discuter. Le terme de souveraineté peut être utilisé par certains pour faire porter la faute à d'autres, plutôt que de se concentrer sur des solutions. Qu'est-ce que j'entends par là? Le Brexit s'est déroulé dans l'esprit d'un regain de souveraineté, et nous voyons toutes et tous très clairement qu'il ne s'agissait que d'une illusion qui n'apportera rien de bon à la Grande-Bretagne. Si Schuman et Monnet avaient réfléchi à la souveraineté nationale seuls, ils n'auraient jamais œuvré pour la création de la communauté européenne du charbon et de l'acier, prédécesseur de l'Union européenne. Mesdames, Messieurs, ce que j'essaye de vous dire, c'est que nous devons adopter une vision stratégique dans la manière dont nous voulons obtenir les meilleurs résultats pour tout le monde. Il y a des choses qui sont plus faciles à résoudre ensemble, en mettant en commun cette souveraineté et non pas en nous cachant derrière ce concept. Il y a des défis auxquels nous sommes confrontés ensemble, auxquels d'autres démocraties sont confrontées. Il serait donc raisonnable d'œuvrer ensemble et de trouver des solutions semblables, de créer des alliances internationales. Par le passé, les chefs d'État et de gouvernement européens ont souvent pris conscience n'en ont pris conscience qu'après de tragédies comme les guerres ou les crises. Je veux que nous soyons toutes et tous plus intelligents et n'attendons pas qu'une autre tragédie se produise. Je me félicite des efforts de la présidence française et de l'impulsion française en Europe. J'espère que nous pouvons garder à l'esprit que l'unité et les valeurs de l'Europe, que sont la coopération, l'innovation individuelle, sont indissociables de l'esprit européen. Alors revenons-en à la numérisation. Il est clair que la révolution numérique est une réalité d'aujourd'hui. La numérisation a apporté des changements conséquents et des opportunités, mais il est clair
que des risques se posent également. Nos vies, personnelles et professionnelles, sont de plus en plus en ligne. Rien que la semaine dernière, nous avons publié un rapport qui estime qu'à l'horizon 2030, le flux de données émanant d'entreprises européennes sera 15 fois supérieur à ce qu'il était en 2020. Sans oublier la quantité incommensurable de données personnelles que nous laissons en ligne chaque jour. C'est pourquoi il est impératif de créer un règlement sur les questions numériques. Comme par le passé, nous avons eu besoin de créer un ensemble de règles sur la circulation routière lorsque la circulation est devenue trop dense. Nous voulons accomplir deux objectifs, la confiance et l'excellence et l'innovation. Pour ce qui est de la confiance, nous devons garantir que les individus peuvent avoir confiance en l'innovation et en le fait que l'innovation agit dans leur intérêt. Nous devons garantir que les individus sont au centre des solutions numériques et que ce ne sont pas de simples générateurs de données. Nous voulons une transition centrée sur les êtres humains et non pas une réalité que l'on pourrait retrouver dans la série télévisée Black Mirror. C'est pourquoi nos propositions vont dans le sens de davantage de transparence, redevabilité et responsabilité dans le monde en ligne. Mais ils donnent également des choix aux individus pour utiliser leurs données ouvertement, par exemple pour créer des centres de données de santé européens ou pour obtenir les meilleurs avantages dans les contrats en ce qui concerne les biens et services numériques. Pour ce qui est de l'excellence, il s'agit de promouvoir l'innovation, développer les compétences numériques adéquates, récolter la quantité de données à notre disposition et en faire bon usage pour les Européens. Nous avons un grand potentiel en Europe de développer des solutions intelligentes sur l'intelligence artificielle ou l'Internet des objets qui peuvent donner davantage d'élan à la transition numérique. Pour compléter cet ensemble de règles, nous avons proposé la législation sur les services numériques, la législation sur les marchés numériques, la réglementation sur l'IA et bientôt la législation sur les puces électroniques et les données. Nous définissons les règles du jeu et je suis certaine que cela aura un impact international. Il ne s'agit pas simplement d'intelligence d'un point de vue économique, c'est une nécessité. Une nécessité parce que notre démocratie est trop précieuse pour qu'on ne souhaite plus la défendre. La technologie peut contribuer à aggraver les fractures existantes, au détournement de données personnelles pour essayer d'influencer nos préférences en matière d'élection, ou de nous pousser à nous enfermer dans nos bulles. Nous voyons également que la désinformation peut se répandre comme un feu de forêt. C'est pourquoi, il y a un an, pour la première fois, l'Union européenne a décidé d'adopter un plan complet pour soutenir et protéger la démocratie, le plan d'action pour la démocratie européenne. Il inclut des actions législatives et non législatives que nous sommes maintenant en train de déployer. C'est un complément à la réglementation dure que je viens de mentionner. Il en va de l'âme numérique européenne. C'est une approche fondée sur les valeurs et droits fondamentaux. Et au cœur de ce plan, c'est une approche à l'échelle de toute la société pour faire face aux risques et pour mettre la technologie au service des individus et de la démocratie. En décembre dernier, j'ai proposé une législation sur la publicité politique pour empêcher le micro-ciblage illégal et mettre en lumière l'aspect parfois sombre des campagnes politiques en ligne. Mesdames, Messieurs, notre plan se concentre sur les secteurs des médias. Pourquoi ? Je ne le répéterai jamais assez, les médias indépendants sont essentiels pour la démocratie. Ce sont les gardiens de la démocratie. Les médias indépendants permettent aux individus de prendre des décisions informées, des choix électoraux informés, fondés sur les faits et non pas la propagande. Mais avec l'essor de plateformes en ligne, les contenus gratuits et des changements dans les recettes de la publicité, les médias sont affaiblis. Ils sont d'autant plus exposés à d'autres menaces. Il existe des forces autoritaires au sein de l'Union européenne et à l'extérieur de l'Union, qui perçoivent le rôle des médias différemment. Elles souhaitent contrôler les médias pour véhiculer leur propre opinion et vision du monde. Ces forces veulent utiliser les médias comme armes pour répandre la désinformation et manipuler les personnes. C'est d'autant plus facilité que cela se déroule en ligne. Ces
forces autoritaires veulent empêcher que l'on fasse entendre les voix indépendantes. De nombreux journalistes ont payé le prix fort pour faire leur métier, et je veux leur rendre hommage, comme j'ai fait ce matin lorsque j'ai rendu hommage aux victimes des attaques contre Charlie Hebdo. Les journalistes doivent pouvoir faire entendre leur voix, parce que les démocraties meurent en silence. C'est pourquoi nous présenterons une nouvelle législation, la législation européenne sur la liberté des médias. C'est une aventure inédite, et cette législation mettra en place des mécanismes pour protéger l'indépendance des médias et la pluralité des médias au sein de l'Union européenne. Il nous faut trouver la bonne approche, et c'est pourquoi je suis ici à Paris aujourd'hui, dans le cadre de consultations à grande échelle avec le secteur des médias. Une mesure importante, à mon sens, serait de renforcer la coopération entre les régulateurs des médias européens. Comme cela a été souligné par le président de la République française, Emmanuel Macron, les régulateurs indépendants jouent un rôle clé pour protéger la liberté et la pluralité des médias. Renforcer les régulateurs des médias européens et leur coopération permettrait également d'aider l'UE à gérer de manière plus efficace et cohérente les questions de désinformation et de canaux de propagande étrangers. Ce qui nous amène à quelques mots sur la désinformation. L'année dernière, le prix Nobel de la paix a été décerné aux journalistes Maria Ressa et Dmitri Muratov pour leur combat courageux pour la liberté d'expression face à des gouvernements autoritaires. Dmitri Muratov est éditeur en chef de la Novaya Gazeta, l'un des quelques médias indépendants restants en Russie. Il a déclaré dans son discours que la communication agressive autour de la guerre a un impact sur les personnes qui se mettent à penser que la guerre pourrait être acceptable. Les gouvernements et les partisans de leur propagande sont entièrement responsables de la rhétorique militaristique sur les canaux de télévision détenus par l'État. Aujourd'hui, l'Ukraine est la cible principale de cette communication agressive. Les experts ont rapporté que l'Ukraine a été impliquée dans près de 40% des cas de désinformation identifiés depuis 2015. Ces voies numériques rendent trop facile et trop peu cher la tâche aux usines à désinformation à Saint-Pétersbourg, qui peuvent polluer l'espace d'information qui est le nôtre. Comme annoncé dans le plan d'action pour la démocratie européenne, l'Union européenne est en train d'œuvrer pour mettre en place des sanctions contre les auteurs de ces interférences étrangères et ces opérations d'influence. Nous œuvrons également à la mise en œuvre d'un pacte pour la lutte contre la désinformation avec les acteurs numériques comme Facebook et Google, mais également avec les acteurs du secteur de la publicité pour empêcher que ne se diffuse la propagande et pour mieux protéger l'espace d'information. Et en même temps, les plateformes en ligne doivent accroître la visibilité de sources d'informations fiables. C'est là que la fiabilité, les indicateurs de fiabilité développés par le secteur des médias lui-même jouent un rôle clé. Ils autonomisent les individus pour qu'ils naviguent dans un environnement en ligne. Et nous agissons dans le respect le plus strict de la liberté d'expression. Il n'y a pas de réglementation du contenu, pas de création d'un ministère de la vérité. Il s'agit d'une approche qui se concentre sur l'échelle, sur toute la société, pour répondre à la désinformation et à la manipulation. Mesdames, Messieurs, pour que l'Europe soit réellement souveraine, nous avons besoin d'outils pour agir et pour faire valoir les valeurs européennes. Je pense que nous sommes en train de nous doter de ces outils et nous ne devons pas avoir peur de les utiliser. Nous ne pouvons rester naïfs. Nous ne pouvons pas ignorer les dangers pour la démocratie. Nous avons tous vu les attaques contre le Congrès des États-Unis. N'ignorons pas les signaux d'alarme que nous avons perçus. Travaillons ensemble en Europe et avec d'autres démocraties pour garantir que la démocratie puisse prospérer à l'ère du numérique. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Jourova, pour cette introduction très intéressante au sujet que nous allons aborder à Paris aujourd'hui. Et je vais repasser au français.
La parole à ma consoeur, Madame Françoise Mercadal de la Salle, qui va animer une table ronde dédiée au fonctionnement des institutions démocratiques à l'ère du numérique. Beaucoup de changements. Nous avons déjà touché quelques mots là-dessus ce matin, mais on va aller plus profondément. Comment mieux protéger, comment répondre aux nouvelles menaces pour les journalistes, pour le débat et les institutions démocratiques dans leur ensemble. Bonjour à tous. Je suis ravie d'enchaîner après l'intervention de Madame la Présidente sur ce sujet tellement important de la construction de la souveraineté et surtout effectivement pour le débat qui nous occupe là à présent avec nos invités sur la protection des institutions démocratiques à l'ère numérique. Merci beaucoup à chacun d'entre vous d'avoir répondu présent. Nous avons également en visio, si cela fonctionne, Camille François. Non, ça n'a pas été possible de la joindre. Je suis alors vraiment désolée. Merci à tous. Je me présente donc Françoise Mercadal de la Salle. Je suis coprésidente du Conseil national du numérique. Ah, Camille est arrivée, voilà, pardon. Et nous sommes une institution indépendante qui a été chargée de réfléchir sur la relation de l'humain avec le numérique. Pendant de nombreuses années, le Conseil national du numérique s'est beaucoup occupé de la technique, beaucoup occupé des enjeux économiques, des enjeux de réglementation. Il lui a été demandé par les ministres et le Premier ministre de prendre un peu de hauteur pour réfléchir aux impacts finalement de cette grande transition anthropologique dans laquelle nous sommes embarqués à la suite de cette révolution technologique. Tout a changé, je crois qu'on l'a déjà beaucoup dit, qu'on le redira. Nos façons de vivre, nos façons d'apprendre, nos façons de consommer, nos façons de tomber amoureux même ont complètement changé. Ces outils nous ont apporté énormément de nouveaux services. Ces outils ont suscité chez beaucoup d'entre nous un grand élan d'espoir, voire une forme d'utopie quand ils ont émergé. Et puisque nous allons parler de démocratie, souvenons-nous du rôle qu'ont joué les outils numériques à l'occasion des printemps arabes. Mais depuis quelques années, on voit bien que les perturbations qu'entraîne l'utilisation tout à fait massive de ces technologies est à l'ordre du jour. On peut parler peut-être de dystopie, en tout cas nombreux sont les écrits, sont les interventions qui pointent les dysfonctionnements et les déséquilibres qu'a entraîné cette diffusion massive et extraordinairement rapide. Ces déséquilibres, ils sont économiques, bien sûr, ils sont sociétaux, ils sont psychiques, individuels, et bien entendu, ils touchent aussi le fonctionnement de nos institutions. Michel Serres, il y a une dizaine d'années de ça, l'expliquait déjà dans ce petit livre formidable « Petite poussette ». Il expliquait en quoi cette révolution technologique entraînait cette grande révolution anthropologique. Et il disait à quel point tout allait changer. Cette démocratie, est-ce qu'elle est véritablement attaquée par les outils numériques ? Quel est le rôle, quelle est la part de la révolution technologique dans cette fatigue démocratique que certains d'entre nous, ou que beaucoup d'entre nous peuvent éprouver ? Et puis, si les outils numériques sont pour quelque chose dans la grande fatigue, pourraient-ils être également des éléments de résolution de ces perturbations ? Au Conseil national du numérique, nous pensons, comme le disait peut-être Bernard Stiegler, un grand philosophe des sciences, que le numérique c'est un pharmacone, c'est-à-dire que c'est à la fois le poison, mais aussi son remède. Et comme nous sommes très optimistes, nous pensons qu'il faut aller chercher du côté des remèdes.
Alors, je vais lancer ce premier tour de table auprès de nos invités pour leur demander finalement ce que leur inspire cette question de la perturbation démocratique, du rôle des outils digitaux dans ces perturbations. Et puis nous débattrons parce que je crois que nous avons la chance autour de cette table de ne pas tous être complètement d'accord. Alors je vais commencer par poser la question à Henri Verdier. Henri Verdier est un grand acteur et un grand observateur de la chose numérique depuis longtemps en France. Il a été à l'origine de Cap Digital, il a dirigé Etalab, il a été un de ceux qui ont milité ardemment pour l'ouverture des données et qui a créé cette plateforme datagouv.fr. Il a créé la DINSIC, cette direction interministérielle du numérique et des systèmes d'information et de communication de l'État. Et puis il est aujourd'hui ambassadeur pour le numérique. Il a écrit avec Nicolas Colin, il y a une dizaine d'années, un livre absolument fondateur qui nous a permis à beaucoup d'entre nous de comprendre ce qui se passait, qui s'appelait L'âge de la multitude. Et puis, je crois que, Henri, tu publies très prochainement un nouveau livre avec Jean-Louis Missika qui s'appelle Le business de la haine et qui pose la question du rôle d'Internet dans la démocratie. Je te laisse la parole, Henri. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup de l'invitation. Donc tu nous demandes, et nous allons parler pendant une petite heure des menaces de cette révolution numérique sur la démocratie. Partons quand même, et je pense que nous en serons tous d'accord, alors de l'idée que premièrement, le projet numérique est né comme un projet d'émancipation. Le réseau ouvert à contrôle périphérique, décentralisé, et l'informatique individuelle, c'était d'abord des projets d'émancipation individuelle et que ça a largement marché. Je crois que c'est important de se le rappeler aussi. L'accès à la culture, l'accès à l'éducation, le développement. Je parlais la semaine dernière avec les gens qui en Inde ont permis à 350 millions de personnes d'entrer dans le système bancaire en 4 ans grâce au numérique. Donc ça a largement réussi. Mais voilà, nous avons à faire face à un certain nombre de dérapages, de problèmes. Mais je crois que c'est important de se rappeler et de le dire encore et fortement que c'était un projet de partage de la puissance d'agir et il a réussi. Aujourd'hui, moi je trouve qu'on a à faire face à 3 problèmes plus 1. Le premier, et je pense qu'on va en parler pas mal, les Américains diraient c'est la weaponization, c'est le détournement malveillant de cette puissance numérique par des acteurs malveillants. Alors là-dedans, on a la cybercriminalité, on a la conflictualité des rapports entre États, on a les attaques cyber, etc. Et bien sûr, et s'il faut on en parlera autant qu'on pourra, la possibilité d'ingérence, alors soit directe en quelque sorte en faisant passer des informations fausses dans le débat public, soit indirecte, mais il y a d'éminents spécialistes ici, parce que polariser l'opinion, affaiblir la croyance envers les institutions, etc., c'est aussi des manières de défendre sa politique sans forcément faire passer une fake news. Le deuxième risque, il ne faut quand même pas qu'on le perde de vue, c'est le déséquilibre. Si on se réveille demain dans un monde où il y a 2 entreprises qui savent faire de l'intelligence artificielle, on peut oublier tout le reste. Il n'y aura pas plus de liberté, d'autonomie, ni de démocratie in fine, même si on a diffusé de la connaissance et du partage d'informations. Le troisième danger, appelons-le les externalités négatives. Dans les business models de certaines entreprises du numérique, il y a visiblement des décisions qui génèrent des problèmes. Et donc, là aussi, je pense que beaucoup vont en parler, cette économie de l'attention qui vise à capter votre attention et à la nourrir grâce à de la publicité comportementale d'informations pensées pour vous et qui en général se croisent. On vous donne des publicités qui sont pensées pour vous, plus des contenus pensés pour vous, plus des amis pensés pour vous. Et ben, ça crée des bulles de filtre, ça crée des chambres d'écho, ça crée des délires collectifs, des psychoses collectives. Et non seulement ça crée des 6 janvier, mais ça crée surtout le fait que le 6 janvier, les émeutiers qui ont attaqué le Capitole, ils croyaient sincèrement que leur candidat avait gagné les élections et qu'ils allaient sauver la démocratie. Ils étaient vraiment coupés du monde d'une manière incroyable. Ça, c'est les 3 dangers. Ils le croient toujours d'ailleurs, apparemment. J'ai vu que 40% des Américains continuent à penser que Biden a volé sa victoire. Ça ne veut pas dire qu'ils croient tous à toutes les théories du complot, là. Ça veut dire, c'est un sentiment général. Le 4e danger, ça pourrait être nous quand même. Les États, s'ils surréagissent, enfin s'ils sous-réagissent ou s'ils surréagissent ou s'ils réagissent mal, s'ils régulent mal, s'ils
prétendent exercer tout le pouvoir, ou s'ils donnent tout le pouvoir à quelques entreprises, ou s'ils le font sans démocratie, ou sans multi-acteurs, ils peuvent casser cette magnifique dynamique d'un Internet qui est quand même avant tout une magnifique acquis de l'humanité. Pour faire circuler la parole, je dirais encore deux choses principales. Premièrement, et donc il faut réguler ces externalités négatives d'une manière intelligente. Premier conseil, je partage l'idée, rappelons-nous qu'on parle, quand on dit le numérique, quand on dit le digital, on mélange toutes sortes de choses et que peut-être qu'il ne faut pas les réguler de la même manière. Donc globalement, et je crois que les Européens sont globalement en phase avec ça. En 1970, on a inventé quelque chose qui s'appelle Internet. C'est un protocole technique pour que des ordinateurs échangent. Ça marche très bien. Il n'y a pas besoin de réguler Internet. Il y a une gouvernance multi-acteurs, il y a l'IGF, il y a l'ONU, on prend les décisions, c'est un peu lent, mais après tout, ça marche depuis 50 ans, il n'y a pas besoin de changer tous les jours Internet. Bon. En 1990, on a inventé le web en Europe. Le web, ça a permis les contenus générés par les utilisateurs. Donc là, des millions de gens sont devenus contributeurs. On a eu à faire face à des problèmes. Contenu terroriste, contenu haineux, pornographique. On a bricolé des régulations, on était presque au bord d'y arriver, mais en 2004, on a inventé les réseaux sociaux. Puis 2004 Facebook, 2005 Twitter, 2005 YouTube, 2006 Twitter. Et les réseaux sociaux, on n'a pas vu du premier coup d'œil que c'était des entreprises privées, avec des lois privées, qui s'étaient posées sur Internet, mais qui avaient des règles qui sont l'inverse de celles d'Internet. Internet, c'est décentralisé, Facebook, c'est centralisé. Internet, c'est neutre. Twitter, ça fait de la curation de contenu. Internet, c'est ouvert. Vous ne connaissez pas les algorithmes de YouTube. Internet, c'est les règles qui sont l'inverse. Et on les a un peu traités comme un bout d'Internet en pensant que les mêmes régulations qui avaient fonctionné dans les couches profondes pouvaient s'appliquer aux couches hautes. Et c'est là qu'arrive le projet européen. Nous saluons et nous soutenons toute la France, les projets de la commissaire Jourova, mais aussi le DSA, le DMA. C'est là que ça se connecte avec ce dont on parle aujourd'hui. Oui, l'Europe entend être souveraine, au sens où elle entend avoir l'autonomie stratégique et tout simplement le droit de disposer de notre futur. Donc si l'Europe est un continent qui veut protéger la vie privée, il doit être légalement et techniquement capable de protéger la vie privée. Et je voudrais dire, puisqu'aujourd'hui c'est une table ronde sur la démocratie, qu'on sent que dans le projet européen, on est peut-être capable justement d'aligner ces deux ambitions. L'ambition d'émancipation des individus, qu'il y avait au début d'Internet, et l'ambition de souveraineté politique de l'ensemble, parce que mieux que nulle part sur Terre, nous sommes capables d'allier les libertés individuelles et les libertés collectives. Mieux que nulle part sur Terre, nous sommes capables de dire le peuple souverain a besoin d'un État ou d'une instance politique qui le représente et a besoin d'une authentique démocratie pour que l'État ou la puissance politique représente vraiment la souveraineté du peuple souverain. Et j'espère qu'on va tous parler de ça, mais quand nous parlons de souveraineté, bien sûr, nous n'en parlons pas comme certains autres pays. Et nous ne sommes pas loin, il faut qu'on en prenne conscience, de parler de l'État comme structure politique qui est aussi au service et le relais de la liberté individuelle du peuple souverain. Merci beaucoup Henri pour cette première intervention. On sait bien qu'on pourrait passer des heures à évoquer ce sujet avec toi, mais il va être intéressant de continuer à débattre. Je me tourne vers Christophe Deloy. Christophe, il a passé une grande partie de sa vie dans le monde du journalisme. Il a dirigé le Centre de formation des journalistes en France. Il a été bien sûr secrétaire général de Reporters sans frontières, il l'est toujours d'ailleurs, et puis il est président du Forum sur l'information et la démocratie depuis novembre 2019. Donc Christophe, je sais que ce que dit Henri doit résonner aussi très largement, mais comment est-ce que vous voudriez rebondir sur tout ça ? Si j'avais pu applaudir, je l'aurais fait. Franchement, c'était épatant comme démonstration et comme démonstration surtout de la divergence entre l'utopie initiale et une partie des réalisations aujourd'hui finales. Je crois que les démocraties, en fait, sont affaiblies par les évolutions technologiques pour deux raisons. Elles sont affaiblies de l'intérieur, elles sont affaiblies de l'extérieur. De l'intérieur, parce que la désintermédiation, qui peut permettre d'accroître l'intensité des démocraties, crée aussi une concurrence déloyale entre des contenus qui n'ont rien à voir. Et dans le monde d'avant, qui n'était pas parfait,
il y avait un centre sur lequel pesaient un certain nombre de contraintes. Je parle du centre du débat public, de la place publique. Et les hurluberlus, les complotistes, les fous furieux, les haineux, ils existaient déjà. Les technologies ne les ont pas inventés, mais ils étaient cantonnés aux marges par les règles. Et le fonctionnement algorithmique, les biais cognitifs des êtres humains, font que désormais, ceux-là sont au centre. Et d'une certaine manière, qu'au centre, ils ont un avantage comparatif. Et ça, très clairement, ça affaiblit le débat démocratique et ça affaiblit les démocraties. L'autre raison de l'affaiblissement, qui est extérieure, c'est que une globalisation de l'information, comme nous en avons connu comme jamais dans l'histoire, avec le développement récent des technologies, crée finalement des asymétries entre des espaces qui demeurent fermés, les espaces publics des régimes autoritaires qui se mettent derrière des murailles technologiques, qui depuis leur fort, depuis ces précarés qu'ils dominent, non seulement restreignent en interne les droits des êtres humains qui vivent là, mais en plus peuvent mener des visées offensives, tandis que les sociétés ouvertes, elles, ne sont pas protégées et l'information, par bonheur, y est produite dans des conditions de manière générale plus libres. Et donc ça crée des asymétries très grandes et finalement, ça donne aussi un avantage compétitif au régime autoritaire, au régime despotique sur les démocraties. Et donc il nous semble, à Reporters sans frontières, qu'il y a là deux axes de travail. Comment restaurer sur le plan interne, quand je dis sur le plan interne, ça peut être sur un plan national, mais c'est évidemment sur un plan supranational, européen, et le cas échéant sur un plan plus large d'un espace numérique démocratique, comment réinstaurer des règles qui puissent être imposées pour que ce ne soient pas ni les patrons des plateformes numériques ou des réseaux sociaux, ni les dirigeants des régimes despotiques qui imposent leurs normes. Bref, il faut reprendre une forme d'invention du droit dès lors que le droit d'avant ne convient plus et les initiatives législatives européennes vont évidemment dans ce sens. Et là, l'accumulation tout à l'heure dans l'intervention de la vice-présidente de la Commission européenne, Madame Jourova, démontrait quand même un volontarisme. Il faut vraiment faire en sorte que 2022 soit l'année du droit à l'information qui est un droit pour tous les citoyens. Merci beaucoup Christophe. Je crois que du côté de Leïla, on a également, alors Leïla Morch est chercheuse au Content Policy and Society Lab de l'université de Stanford. Et c'est un laboratoire qui vise justement à s'interroger sur les conséquences de l'Internet sur la démocratie et la gouvernance mondiale, et en particulier autour des politiques de contenu qui pensent en ligne, qui modèrent, etc. Leïla, qu'est-ce que vous inspire là, le début de nos interventions? Alors déjà, ça m'inspire qu'on ne va pas du tout avoir assez de temps, parce qu'il y a beaucoup de questions. Non, j'ai envie de dire qu'on est tous d'accord sur un constat global, c'est qu'on ne peut pas dire que l'Internet, que le web, que toutes ces choses-là, parce qu'elles ont toutes des effets différents, n'ont pas d'incidence sur la vie réelle. Et en fait, ça c'est presque la seule chose qui pour moi n'est pas à débat, c'est qu'aujourd'hui il y a un impact et qu'il est énorme et qu'il est encore sous-estimé et sous-traité. Par contre, là où moi j'aimerais, et peut-être c'est en ça que j'aimerais parler au nom du laboratoire, mais de manière générale de la démarche scientifique des chercheurs, c'est de dire que pour traiter cette question de manière concrète et le plus efficacement possible, je pense qu'il va falloir qu'on fasse attention à qu'est-ce qui se passe vraiment dans ces algorithmes, parce que nous, on pense que pour l'instant, on ne le sait pas vraiment. Et c'est le cas lorsqu'on regarde la recherche et l'état de l'art sur les questions qu'on a évoquées, donc à savoir les bulles de filtre et les chambres d'écho. Aujourd'hui, l'état de l'art de la recherche scientifique qui a été faite et qui a été faite par de grandes institutions, c'est que typiquement, les bulles filtrantes, il y a un papier qui s'appelle « La vérité derrière les bulles filtrantes faire éclater certains mythes ». Un deuxième qui s'appelle « La chambre d'écho est exagérée ». Et en fait, c'est pas de dire qu'il ne se passe pas quelque chose en ligne, c'est de dire que la recherche, pour l'instant, n'est pas sûre de ce qui se passe et qu'on ne peut pas réguler ou du moins lancer des politiques sur des choses qui n'ont pas été prouvées scientifiquement. Non pas qu'il ne faille rien faire, parce qu'il se passe trop de choses, justement, et on voit le sommet de l'iceberg et on en voit trop pour ne rien faire, mais que si on veut vraiment réguler et avoir quelque chose de précis, de pointu, qui encadre le sujet tel qu'il est, il va falloir faire en sorte d'être vraiment à l'état de l'art de ce qui se passe et de savoir
ce qui ne se passe pas pour justement savoir où aller chercher finalement. Et c'est toute la démarche du lab que nous on aime appeler la docte-ignorance, c'est de se dire, voilà, on n'est pas sûr, mais au moins on va essayer d'aller chercher. Et en fait, on voit qu'il se passe des choses, on voit qu'il se passe beaucoup trop de choses. Et c'est pour ça que l'une des personnes avec qui on travaille à Stanford, qui s'appelle Nate Persily, et j'emprunte sa formule, qui dit que Facebook et les autres plateformes ont perdu leur droit au secret. Finalement, on ne peut plus laisser cette espèce de flot d'informations à sens unique où eux, ils ont accès à absolument tout ce que nous faisons, tout ce que nous pensons. Et nous, en retour, on n'a pas accès à ce qui se passe dans leurs algorithmes. Ça, c'est fini. Ça ne veut pas dire qu'on a un a priori exact sur ce qui se passe, mais ça veut dire comment on sait où aller chercher. Et donc, c'est vraiment ce que nous, on défend pour éviter la crise de la confiance majeure qui est en train de monter, qui est une crise de la confiance politique qui, bon, ça date pas des réseaux sociaux, mais ça a été quand même largement impacté, une crise envers ces plateformes. Et finalement, on ne sait plus trop à qui et comment on peut parler en ayant confiance. Et en fait, si on ne va pas chercher cette vérité, on rentre dans une espèce de guerre des tranchées de la vérité, où on a d'un côté l'opinion publique, la sphère publique qui dit voilà, c'est exactement ce qui se passe, voici, les sociétés et les réseaux sociaux sont responsables de tous les maux de la société, et en face des plateformes qui clament leur innocence, qui disent que tout ça c'est faux, mais qui derrière verrouillent absolument tous les accès pour vérifier. Donc nous, c'est la première chose qu'on veut vraiment dire, c'est il faut absolument qu'on obtienne cette ouverture des algorithmes et que cette ouverture aille beaucoup plus loin que ce qui se fait dans le DSA, puisqu'à partir du moment où on laisse les plateformes mettre un filtre dans les données qu'elles transmettent, finalement, c'est la porte ouverte à transmettre ce qu'elles veulent. La deuxième chose, et c'est le nom du content policy, c'est de dire que finalement, on parle de questions de contenu, ce qui se passe sur les réseaux, ce qui se passe en ligne. Nous-mêmes, ce qu'on discute, c'est la question du contenu. Et finalement, la question des fake news et des informations, elle est beaucoup plus large que ce qu'on peut imaginer. Parce qu'on en est tous victimes. Ce n'est pas une certaine frange de la population qui ne serait pas intelligente ou qui ne serait pas informée, qui subissent ces choses-là. Moi, quand je tape bulle de filtre sur Internet, les 3 premières pages que je trouve, c'est à quel point les bulles de filtre ont un impact majeur sur la démocratie. Voilà, et c'est ce que je trouve en fait. Et donc finalement, on est tous soumis au quotidien, et moi la première, à ces espèces d'évidence d'opinion qui finalement nous formatent nous aussi. Donc ça, c'est vraiment de dire que la question du contenu est une question majeure, et c'est pour ça qu'on la met au cœur de notre recherche. Et en fait, c'est de dire que si derrière tout ça, on n'a pas un contenu qui nourrit nos démocraties et qu'on oriente, bah finalement, tous ces aspects tech, si on n'a pas une vision politique derrière qui dit quel cadre démocratique on veut pour nos aspects tech, eh ben on ira toujours naviguer un peu à l'aveuglette en disant voilà, on va faire de la souveraineté numérique, mais où, quoi, comment et pourquoi. Et donc finalement, j'en viens à mon 3e point, c'est quelle souveraineté du coup numérique au service de nos valeurs, comme on dit. Et en fait, si on dit que code is law, architecture is politics, et donc finalement, on peut mettre dans la loi quelque chose qui va forcer by design nos technologies à correspondre à nos valeurs. Et si je veux un peu, on va dire, essayer de taquiner, c'est de dire que aujourd'hui, les souverainetés numériques qui se proclament et qui sont les plus proches de la souveraineté numérique selon la définition qu'on a actuellement, c'est la Chine et la Russie. Est-ce qu'on veut une muraille de France ? Est-ce que c'est vraiment ça dont on a envie ? Moi, c'est de dire aussi que voilà, sur ces questions politiques, on a besoin d'une vision philosophique, d'une vision sociologique qui, derrière, guide la transition technologique qu'on peut faire. Et on a vraiment besoin d'une acculturation numérique, et c'est ce que fait Henri Verdier tous les jours au sein de la France. Donc, on le remercie pour cela. Merci beaucoup, Leïla. Oui, je crois qu'on est beaucoup à partager cette idée de la nécessité de faire grandir notre savoir et nos connaissances pour comprendre ce qui se passe. Et on a besoin effectivement des chercheurs pour ça. Alors je vais me tourner vers Camille, qui est à New York en ce moment et qui nous fait le grand plaisir de nous avoir rejoints sur cette visio. Camille François a été une grande experte des nouvelles technologies. Elle a beaucoup travaillé, elle travaille toujours dans le domaine de la cybersécurité. Elle a travaillé pour des grandes entreprises américaines, et donc elle les connaît de l'intérieur, ce qui aussi fait tout l'intérêt de ses travaux. Et elle travaille désormais, ou en plus de beaucoup d'activités, à l'université de Columbia, et notamment sur la transparence des campagnes d'influence. Camille, qu'est-ce que depuis New York, ces échanges autour de la démocratie t'inspirent ? Alors, évidemment, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Alors, François, ça vous arrange pas, vous nous avez demandé de ne pas être d'accord, donc on trouvera d'autres sujets. Mais en particulier, ce que dit Leïla sur la question de la transparence m'interpelle.
sur la souveraineté numérique, un des grands sujets quand même, c'est notre capacité à comprendre, à auditer et à aller agir sur ces menaces numériques. Henri dit, il y a au moins 3 types de problèmes différents, et finalement tous ces problèmes différents, ils aboutissent quand même à notre nécessité de comprendre exactement ce qu'il se passe et quels sont les impacts de ces technologies sur nos sociétés. Et ça implique une organisation de la transparence qui aujourd'hui n'est pas en place. Sur chaque sujet, il faut avoir les détails précis pour comprendre ce qui doit être partagé, avec qui, pourquoi, et surtout, je pense que c'est ça le piège, de ne pas se reposer sur les efforts de transparence volontaires des acteurs du numérique. Alors, ça peut paraître un peu abstrait, mais je vais essayer de vous illustrer ça avec un exemple très concret qui a trait aux informations, aux opérations d'influence sur les réseaux sociaux. Donc, si on fait un petit retour dans le passé, en 2016, bien sûr, les États-Unis se rendent compte que leurs élections présidentielles ont été attaquées par des acteurs russes qui se sont servis à la fois de menaces cyber, entre guillemets, traditionnelles et d'opérations d'influence sur les réseaux sociaux pour déstabiliser l'élection démocratique. Un des grands moments de cette surprise stratégique, c'est aussi que le gouvernement américain comprend qu'il n'a pas les données sur ce qui s'est passé et qu'il n'a pas la visibilité pour comprendre exactement ce qui s'est passé dans cette campagne d'influence. À ce moment-là, en 2017, il y a une vraie mobilisation des entités gouvernementales et parlementaires aux États-Unis qui disent « ça suffit », un peu comme ce que dit Leïla, ce secret n'est plus légitime, il faut absolument plus de transparence. Quand vous avez les capacités de détecter ces opérations d'influence, il faut les détecter, et quand vous en trouvez, il faut le dire, et il faut le dire publiquement. À partir de 2017, se met en place un régime de détection et de transparence sur ces sujets-là. Et on voit Facebook, Twitter et dans une certaine manière Google commencer de manière régulière, alors certains de manière mensuelle, d'autres de manière tous les 3 mois, à dire voilà ce qu'on a détecté aujourd'hui. Là, il y a un petit moment où les chercheurs notamment se disent tiens, c'est intéressant, peut-être qu'on peut s'habituer à avoir ce type de données-là, peut-être que ça va nous aider à mieux comprendre la façon dont les campagnes d'influence et la désinformation impactent la démocratie et les sociétés. Et puis, il se passe quelque chose d'assez intéressant et que, honnêtement, je suis surprise dont on ne parle pas plus, qui est que le régime de transparence qui a été mis en place commence à s'étioler de manière très claire ces 6 derniers mois. Après l'élection présidentielle de 2020, eh bien, les plateformes passent un peu à autre chose et arrêtent de partager de manière systématique ces informations-là. Il y a 3 semaines, Facebook a même fait une annonce en disant « Aujourd'hui, nous avons décidé qu'il y a trop de menaces qui visent notre personnel et nos employés pour que nous puissions continuer à partager de manière systématique cette transparence sur les opérations d'influence que nous détectons. » Alors ça, c'est un peu passé à la trappe. Et il y a peut-être une forme légitime de raison là-dedans. Peut-être qu'il est vrai, en effet, qu'il y a eu des menaces sur le personnel, mais ce que dit Facebook là, et ce qui est important d'entendre, c'est que comme il n'y a pas eu d'organisation de régulation, finalement ces efforts restent des efforts volontaires, et puis ils ont décidé de passer à autre chose. Et je pense qu'aujourd'hui, il est essentiel de voir qu'on ne peut pas s'appuyer sur la bonne volonté des acteurs du numérique pour comprendre des menaces de plus en plus essentielles, et qu'il est important de regarder ces efforts de transparence volontaire parce que ça nous apprend des choses sur qu'est-ce qui peut être partagé, qu'est-ce que ces plateformes savent, qu'est-ce qu'elles sont en mesure d'aller comprendre elles-mêmes, mais qu'il faut absolument une régulation bien informée et efficace pour pouvoir ancrer cette transparence de manière plus stable. Merci Camille. Avant de passer tout de suite la parole à Karim, je veux quand même... Certains pensent que les plateformes elles-mêmes ne savent pas où elles en sont finalement, qu'elles-mêmes ne savent plus véritablement ce qui se passe dans leurs algos. Quelle est votre réflexion sur ce sujet? Rapidement, pardon.
ça ne l'est pas sur d'autres. Par exemple, sur la cybersécurité, aujourd'hui, il y a de grosses équipes dans les grandes plateformes qui sont tout à fait en mesure de détecter, s'ils le souhaitent, et de donner une forme de transparence. Après, il y a tout à fait des sujets sur lesquels les plateformes n'ont pas eu la présence d'esprit ou les objectifs business de mettre en place les équipes de recherche, ce qui fait que du coup, en effet, ils ne le savent pas. Finalement, comme tout le monde, ils ne peuvent pas savoir ce qu'ils ne cherchent pas. Et ça de quoi un peu inquiéter. Henri, tu voulais dire un mot, mais Karim ne s'inquiète pas. Vraiment très brièvement, parce que c'est des sujets... je dis quand même à Laila que tout à l'heure, moi, je n'ai pas parlé d'algorithmes. J'ai parlé d'un certain modèle économique qui fragmente l'opinion. Mais la transparence des algos, c'est compliqué. C'est indispensable, évidemment, mais c'est compliqué. Mais en revanche, on pourrait exiger et obtenir la transparence sur les instructions données aux algos. C'est intéressant de savoir que Instagram ou TikTok promeuvent des vidéos de jeunes femmes plutôt jeunes, plutôt maigres et plutôt nues, et que nos adolescentes le sachent. Et sur les effets statistiques des algos. C'est pas inintéressant de savoir que si on demande à YouTube réchauffement global, on va recevoir 50% de vidéos climato-sceptiques. Et ces deux transparences-là, elles sont pas dures à construire en fait. Après, regarder le mécanisme de l'algo, il faut s'y connaître un peu pour le comprendre, mais quels ordres on donne et quels effets on observe, c'est pas très dur. Alors, Karim Ebourki, qui a été très patient, et que je remercie beaucoup d'être là, est le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel belge depuis 2017. Vous avez été élu à la tête de l'ERGA, du groupe des régulateurs européens des services de médias audiovisuels depuis le début du mois de janvier. Et vous occupez cette présidence pour une durée d'1 an. L'ERGA s'est saisi de la question de la désinformation et a publié en décembre un rapport sur le sujet. Et voilà, ce que j'aimerais, c'est qu'après ces interventions qui peuvent paraître peut-être un peu philosophiques ou un peu méta, on va dire, comment fait le contrôleur de ces sujets ou le régulateur même de ces sujets sur le terrain ? Mais écoutez, intervenir en dernier dans un débat comme celui-ci, soit on répète les choses très intéressantes qui ont été dites avant, soit on dit quelque chose d'énorme et de probablement stupide. Je vais essayer d'éviter les deux écueils. On en a parlé juste avant, l'Europe a enfin pris la mesure de ce qui était en train de se passer et a proposé toute une série d'initiatives législatives. La commissaire Jourová en a parlé dans son speech d'introduction. Nous, régulateurs, ça fait quand même de nombreuses années qu'on s'intéresse à cette question-là, de deux manières. D'abord par rapport au principe fondamental que les régulateurs médias sont censés préserver, c'est la liberté d'expression. On les présente quelquefois comme les gendarmes de l'audiovisuel. Non, on est d'abord là aussi pour préserver et promouvoir la liberté d'expression. Et deux, d'un point de vue économique. Quand on a vu qu'il y a un divertissement d'une énorme partie des revenus générés sur Internet vers ces grandes entreprises, au détriment des acteurs historiques que sont les médias traditionnels. Donc on s'est préoccupé de ces deux questions, notamment lorsqu'il s'est agi de revoir la directive sur les services de médias audiovisuels. Et déjà à l'époque, les grandes plateformes ont fait tout pour échapper à cette régulation-là. Alors aujourd'hui, on arrive à une série de propositions qui vont encadrer ce qui peut être fait sur ces plateformes. Le commissaire Breton parle régulièrement dit régulièrement, en fait, on va arriver à ce qui est interdit dans la vie de tous les jours, le soit également interdit online. En fait, moi j'ai quand même envie de dire que ça fait longtemps que c'est interdit. Le problème, c'est de le faire respecter. Alors la question, c'est de savoir, est-ce que demain, les régulateurs ou le système de régulation aura les marges, les capacités nécessaires que pour éviter les débordements. Je dis de manière un peu crue, éviter les débordements, parce qu'une des grandes caractéristiques de démocratie par rapport à d'autres pays, c'est que chez nous, on a le droit de penser des bêtises et on a le droit de dire des bêtises. Donc ça veut dire qu'on a le droit d'écrire des bêtises online. Voilà. La question, c'est quel est l'écho que vont avoir ces bêtises, singulièrement dans des périodes de crise comme celle qu'on a connue. Quel est le degré d'analyse qu'on va fournir aux citoyens pour pouvoir savoir qu'il a en face de lui des bêtises, et comment pourra-t-il reconnaître quelqu'un qui ne lui présente pas ou qui ne lui dit pas des bêtises. Et en fait, c'est ça une des clés qu'il va falloir trouver pour améliorer l'environnement online dans les prochaines années. Parce que
on peut donner quitus aux inventeurs de ces grandes plateformes. Je ne pense pas que Zuckerberg et les autres pensaient il y a 20 ans que leurs enfants allaient devenir ces espèces de géants qui sont quelque part devenus consubstantiels de la liberté d'expression. Aujourd'hui, vous voulez vous exprimer, vous allez sur les réseaux sociaux. Je vais sur les réseaux sociaux. Nous passons collectivement 3 à 4 heures par jour sur les réseaux sociaux. Donc voilà, ils sont devenus consubstantiels de notre activité dirigée vers l'extérieur. Aujourd'hui, il n'y a plus un politique qui n'est pas sur les réseaux sociaux, qui ne tente pas de gagner les élections grâce aux réseaux sociaux. Donc voilà, donc c'est consubstantiel. On a déjà dit, et très très justement dans les précédentes interventions, à quel point on voulait savoir un peu ce qui se passe dans la machine. Et la question, c'est de savoir, est-ce que les régulateurs est-ce que les instruments qui sont mis en place par la Commission européenne vont suffire pour contrôler le fonctionnement? Là, on peut discuter. Je pense que là, on peut discuter, parce qu'aujourd'hui, dans les systèmes qui sont mis en place, en gros, Vinted et Facebook sont dans le même sac. Or, le risque systémique que pose Facebook n'est pas le même que celui que pose Vinted. Donc voilà, donc ça c'est des vraies questions. On parlait tout à l'heure de savoir, on disait, est-ce que les plateformes elles-mêmes ont les outils nécessaires pour comprendre ce qu'elles font? Oui et non. Frances Haugen, la lanceuse d'alerte de Facebook, a quand même venu dire devant le Parlement européen il y a 3-4 semaines qu'il y avait des études internes à Facebook qui démontraient les dégâts collatéraux qui étaient possibles. Études jamais publiées. Vous imaginez aujourd'hui un acteur de l'industrie chimique ou de l'industrie pharmaceutique détenir des informations comme quoi le produit qu'il met sur le marché est dangereux et ne pas les communiquer au grand public. C'est inimaginable. Il y aura un procès pénal dans les mois qui viennent. Aujourd'hui, il y a à ce stade personne qui est responsable. Donc la vraie question, ça va être de savoir est-ce que les outils vont être fonctionnels? Est-ce qu'on va pouvoir donner suffisamment de capacité aux chercheurs, on en parlait tout à l'heure, pour comprendre ce qui se passe et pour dire dans 1 an, dans 2 ans, oui, les mécanismes qui ont été mis en place sont efficients et fonctionnent. Parce qu'aujourd'hui, il y a dans les projets européens des processus d'accès aux chercheurs, mais on parle de vetted researcher, c'est-à-dire chercheurs autorisés. Moi, j'aimerais bien savoir qui va autoriser les chercheurs, sur quel type de recherche. Donc ça, c'est des vraies questions, mais l'Europe est leader dans ce domaine. L'Europe est leader, elle est en train de montrer qu'on peut agir contre ces grandes plateformes. Espérons que le système soit à la hauteur de nos espérances et espérons surtout qu'on puisse en vérifier l'efficience et l'efficacité. Merci beaucoup Karim. Alors ce qui me frappe, mais c'est assez classique, c'est qu'on ouvre le débat sur les grandes valeurs et la démocratie, le numérique, et puis qu'on arrive sur finalement le sujet qui est celui des grandes plateformes. Et pour revenir à ce que disait Henri au tout début, des business models et de cette accumulation, de cette centralisation absolument, probablement inexplorée dans l'histoire du monde et de l'humanité, cette concentration à la fois d'intelligence, de cerveau, et puis de capital. Et on voit bien que voilà, le numérique n'est ni bon ni mauvais, il n'est pas neutre non plus, mais il est surtout ce qu'on en fait. Et finalement, pour terminer notre conversation, je voudrais vous relancer sur cette idée. Est-ce que le tout régulation, est-ce que la régulation, quelle qu'elle soit, sera suffisante? Est-ce qu'on va passer notre vie finalement? Est-ce que les institutions publiques vont passer leur vie à courir, à galoper pour inventer du droit derrière des plateformes dont, encore une fois, la considérable richesse, j'insiste là-dessus, encore une fois, intellectuelle et capitalistique, donne des longueurs et des longueurs d'avance? Ou est-ce que finalement il s'agit moins, ou il s'agirait moins, ou pas seulement en tout cas de protéger la démocratie, avec cette idée qu'il faut mettre des frontières, des barrières, etc., mais plutôt d'aller chercher ces outils digitaux pour ce qu'ils nous permettent, c'est-à-dire une réinvention d'une autre forme de démocratie. Alors je ne vais pas être comme une incroyable utopiste, mais néanmoins, je vous pose cette question. Henri, tu as envie, je crois, de prendre la parole. Et tout le monde a envie, oui, Karim.
Bon, je précise quand même que réguler, c'est déjà souvent plus subtil et plus fin que légiférer. Parce que réguler, c'est établir un dialogue, des allers-retours permanents, et que par exemple, c'est un système de régulation qui a accompagné les banques pendant 30 ans pour arriver à une régulation globale. Mais tu as raison, ça ne suffira pas, et la vraie question, c'est aussi de rééquilibrer le pouvoir, rééquilibrer les rapports de force et les rééquilibrer démocratiquement. Et voilà, et je me permets juste de partager avec nous tous là deux choses. Donc aujourd'hui, on en a parlé ce matin par un table ronde sur les communs, la France et 16 autres pays annoncent qu'on va travailler ensemble pendant 4 mois jusqu'en juin prochain pour proposer une initiative européenne en faveur des communs. Voilà aussi un exemple de souveraineté non rivale. Là. Plus il y a de communs, plus je suis autonome, et plus mes voisins sont autonomes, et plus je peux aider d'autres pays dans leur propre développement. C'est gagnant-gagnant. Pour les pays. Peut-être pas pour ceux qui avaient un monopole, mais au moins pour les autres, c'est gagnant-gagnant. C'est un élément clair de renouveau de la démocratie, ça. C'est la démocratie, c'est la souveraineté post-numérique, c'est de la souveraineté accrochée à la démocratie. Et puis je partage comme ça, là j'ai eu l'impression que tu me tendais une perche énorme. Donc pour ceux que ça intéresse, allez voir en ligne Open Terms Archive, justement dans l'idée de chercher à rééquilibrer ses pouvoirs d'une manière démocratique avec les principes du gouvernement ouvert, de l'action collective. Nous avons lancé l'équipe de l'ambassadeur pour le numérique avec maintenant un nombre croissant d'alliés du monde entier, le grand commun de toutes les conditions générales d'utilisation de toutes les entreprises numériques et de toutes leurs évolutions toutes les 4 heures pour que les chercheurs puissent voir si on peut trouver du sens. Par exemple, je sais pas, analyse les conséquences du Brexit sur les CGU en Angleterre par rapport aux CGU continentales, analyse les stratégies à long terme, donne de la puissance d'agir au legal tech pour inventer des tas de services, donne de la puissance d'agir aux régulateurs pour savoir si la loi a été implémentée ou pas dans les CGU. Et voilà le genre de petites choses très numériques qui peut-être contribuer à rééquilibrer le pouvoir et l'action. C'est pas des petites choses, hein, et je pense que c'est des choses majeures et qui peuvent donner envie et surtout qui peuvent donner du sens et de l'espoir dans un débat qui est quand même un peu plombé sur le sujet en ce moment. Il y a Karim qui veut reprendre la parole et j'oublie pas Camille. Très très brièvement, je voulais rajouter quelque chose à ce que j'ai dit en introduction. Il faut aussi se poser la question, parce que nous régulateurs finalement on est au bout de la food chain, on nous sollicite quand il y a un problème. La question c'est comment on en arrive à ce que Henri disait tout à l'heure que 40% des Américains aussi continuent à croire que Biden a volé l'élection. Avec toute cette information de qualité qui existe, on sait très bien que les médias américains sont aussi des très 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 bons médias, des très très bons journaux, des très très bonnes chaînes de télévision. Et c'est ça cette question-là. Comment est-ce que, et j'ai envie de pour vous poser la question, faire un peu ton travail aussi, de relancer la question vers des intellectuels, de demander comment est-ce qu'on va faire en sorte que cet esprit critique, cette distanciation soit rétablie. Parce que ça veut dire qu'il y a quand même un terreau extrêmement favorable qui a été installé les 15-20 dernières années pour que ça fonctionne. Mais tu as raison, c'est la bonne question. Attends Christophe et Leïla, il y a Camille qui veut... J'espère qu'un d'entre vous parlera du sujet de l'éducation. Alors Camille. Justement, je réfléchissais à la question qui avait été posée, qui est comment est-ce qu'on sait les questions à poser. Si Silicon Valley et ses acteurs du numérique eux-mêmes ne sont plus capables ou n'ont pas investi dans les capacités de comprendre quels sont les effets secondaires les plus néfastes, comment est-ce qu'on sait quoi réguler et que regarder? Et ici, je pense qu'il faut en effet aller trouver un peu d'espoir dans ce qu'Henri appelle les petites choses, tous ces mécanismes concrets, toutes ces choses qui ont marché, qui finalement ont quelque chose à nous apprendre. Donc par exemple, quand je pense à la reconnaissance faciale, qui aujourd'hui est un vrai problème pour l'intelligence artificielle, comment et pourquoi sait-on que ces mécanismes de reconnaissance faciale ont des biais qui renforcent le sexisme et le racisme? On ne le sait pas parce que les acteurs du numérique ont décidé de faire des études dans leur coin et de les publier. On le sait parce qu'il y a eu des chercheurs, notamment au MIT, qui se sont saisis du sujet toutes seules et qui ont publié ces papiers-là. Ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe après. Quand elle publie ces papiers, elle se retrouve face à une adversité immense des acteurs du numérique qui disent c'est faux, votre recherche elle n'est pas bien, d'ailleurs c'est peut-être de la diffamation, donc elles reçoivent des menaces à la fois juridiques et réputationnelles bien sûr. Et puis finalement, ce qu'on a dans ce petit cas d'étude, c'est une intervention du régulateur aux États-Unis, puisque NIST,
qui est un organisme de régulation des standards, reproduit l'étude qui a été faite au MIT et dit non, c'est vrai, ce qui a été fait est tout à fait prouvé. Et ça, je pense que ça nous apprend quelque chose sur comment financer la recherche indépendante de manière robuste et rigoureuse, comment se servir des institutions de l'État pour que ces chercheurs soient protégés, soient encouragés à aller chercher à droite à gauche. Finalement, cette créativité, elle existe, et quel rôle ils puissent jouer pour prendre ces pistes-là et dire non, maintenant il faut prendre le sujet plus au sérieux. Je suis tellement d'accord avec ce que tu viens de dire, Camille. Je pense que le rôle de la recherche, et en particulier de la recherche contributive, pourrait permettre d'aller explorer ces territoires, finalement, qui sont encore très largement inconnus. Alors, Christophe ou Leïla? Allez, honneur aux messieurs, pour une fois. Honneur aux monsieur. Je disais l'inverse. Comme ça, Leïla conclura, ce qui sera quand même pas mal. Hein. Protéger la démocratie, c'est pas un vilain mot. Okay. On a besoin de mécanismes de protection. Okay. Nous, on a lancé plusieurs initiatives. Un, pour coaliser les démocraties au-delà de l'Union européenne, mais ça peut servir d'ailleurs le leadership européen dans le cadre du partenariat sur l'information et la démocratie. Une initiative lancée il y a un peu plus de 3 ans, avec aujourd'hui un partenariat signé par 45 pays, dont 24 de l'Union européenne, un organe d'application qui s'appelle le Forum sur l'information et la démocratie, 350 recommandations très concrètes sur que faut-il faire. Alors, certaines des dispositions peuvent être reprises dans les législations européennes, d'autres pas du tout. Par exemple, les questions des messageries privées ne sont pas du tout abordées. Enfin, il y a de multiples nouvelles questions où il faut inventer du droit, et c'est à cela que doit servir cet organe du XXIe siècle qu'est le Forum sur l'information et la démocratie. Bientôt un observatoire sur l'information et la démocratie, l'équivalent du GIEC. En fait, on a lancé un processus qui est un peu semblable, toute proportion gardée, au processus climatique, pour le réchauffement climatique, avec des sommets annuels à partir du premier qui a eu lieu à New York en novembre dernier, en septembre dernier à l'invitation de la France, un équivalent du GIEC, des engagements d'État pour que les démocraties ensemble s'attachent à imposer leurs normes, leurs valeurs. 2, la Journalism Trust Initiative, qui est soutenue par l'Union européenne, par la Commission européenne, et qui vise à trouver une solution de marché très concrète pour favoriser la fiabilité de l'information dans cet écosystème où tout est en concurrence directe aujourd'hui. Ça suppose de nouveaux facteurs de distinction. C'est fondé notamment sur une norme édictée de manière très collaborative sous égide du Comité européen de normalisation. Nous avons terminé là la mise en place du mécanisme de conformité. Maintenant, il est temps que les plateformes numériques, les annonceurs, les organes de régulation, les philanthropes donnent des formes d'avantages à ceux qui s'astreignent au plus d'obligations. C'est ainsi qu'était régi l'espace public avant. Il n'était pas parfait, mais il y a quand même des leçons à tirer sur l'organisation de l'espace public. Et puis, dernier point, nous préconisons, et demain nous allons publier un document plus long, nous avons déjà esquissé une nouvelle doctrine, il faut mettre en place un système de protection des démocraties pour en finir avec ces asymétries qui sont extrêmement nuisibles avec les régimes autoritaires et despotiques. Un système de protection fondé sur 2 choses, c'est-à-dire que, premier point, les médias, tous les médias audiovisuels, d'où qu'ils viennent, doivent être astreints aux mêmes obligations. Aujourd'hui, on a une forme de double marché entre des médias européens, nationaux, qui sont soumis à des obligations, et d'autres en concurrence qui ne sont pas du tout soumis aux mêmes obligations, et qui sont des obligations notamment en matière démocratique. Et 2, un mécanisme de réciprocité sur la base des principes universels qui donne un levier juridique aux démocraties pour défendre leurs espaces publics, mais aussi pour favoriser l'ouverture des espaces publics aujourd'hui fermés. Donc défendre, protéger pour pouvoir ouvrir. Est-ce qu'on serait d'accord sur une formule comme celle-là? Bon, super. Alors Leïla. Oui, merci beaucoup. Alors déjà, Camille, tout ce que tu as dit sur la transparence, etc., c'est vraiment music to my ears, parce que pour répondre à la question qui était la question conclusive, comment faire pour pas être toujours en retard finalement et toujours courir derrière le train, et on en revient, c'est finalement comprendre ce qu'on veut réguler, ouvrir la boîte magique, et plus que ouvrir les algorithmes, c'est ouvrir finalement les données qui contiennent cette espèce d'or numérique que eux ils s'arrachent et qui fait dire en vérité, il a totalement raison, que finalement est-ce qu'on parle vraiment de réseaux sociaux ou de plateformes qui vendent de la publicité? Finalement on sait plus trop, et il y a une vraie question là-dessus. Donc ouvrir un peu la boîte magique,
mettre le nez dedans. Et je pense en fait que les plateformes auront tout à y gagner, puisque elles-mêmes, d'une certaine manière, sont un peu dépassées, pas tant par leurs algorithmes, mais par les impacts que tout ça a. Et étudier cet impact-là, ça va demander un travail de recherche colossal. Et finalement, ils ont tout à gagner à se dire, on va travailler ensemble pour pas arriver à un moment à une forme d'implosion ou d'explosion où tout sera trop radicalisé dans les positions. Et par contre, et vraiment, merci François là-dessus de parler d'éducation, parce que oui, c'est le point principal, et toutes les discussions qu'on a là, si elles n'arrivent pas jusqu'au banc de l'école, finalement, elles serviront à rien, parce que c'est pas nous qui allons vivre dans ces mondes de demain, c'est les jeunes générations qui manquent encore cruellement, et comme nous tous et comme beaucoup de gens, hein, c'est pas de leur faute, d'une culture numérique à bien différencier de compétences numériques. Et c'est pas parce qu'on passe son temps sur un téléphone et qu'on est extrêmement habile de ses 10 doigts qu'on sait ce qu'il y a derrière l'écran. Et cette démarche d'éducation, elle est extrêmement importante. Et c'est pour ça d'ailleurs que au sein de la francophonie, donc c'est encore un autre espace que l'Europe, mais c'est un espace qui nous intéresse beaucoup parce qu'il est très riche. La francophonie, ça va être l'espace le plus jeune dans les années à venir. Ça va être la plus grande jeunesse, et il y a un enjeu immense d'éduquer sur la culture numérique, sur les enjeux de demain, cet espace francophone. Et donc on est justement, alors pour l'instant c'est pas encore officiel, mais ça va arriver très bientôt, de monter justement une fédération francophone du futur, parce que le futur il sera tech, il sera tellement d'autres choses. Et finalement maintenant la tech et le numérique c'est fondu dans le réel, et c'est en ça que pour moi il faut plus qu'on parle de numérique, il faut qu'on parle de demain et de la tech qu'on aura demain, mais également de l'écologie qu'on aura demain et comment tout ça parle ensemble. Et donc on est justement en train de monter une fédération pour acculturer cette jeunesse-là francophone, pour les faire travailler ensemble, parce que la culture est en français déjà, parce qu'en Afrique il y a de la jeunesse, il y a des talents incroyables et ils parlent français, et c'est une richesse qu'on a. Donc voilà, parlons éducation à 100%. Merci beaucoup, merci à tous. Merci Leïla d'avoir conclu sur ce message-là, parce que nous pensons notamment au Conseil national du numérique, effectivement ce sera un rôle majeur des institutions publiques que de dispenser cette culture, cette éducation aux sciences, aux technologies, pour permettre à chacun d'être en capacité de trouver sa route, de se diriger dans cette nouvelle ère numérique. Merci à tous infiniment d'avoir participé à ce débat. Merci beaucoup Françoise, merci pour cette conversation très riche en début d'après-midi qui abordait des thèmes comme la démocratie qui nous concerne après tout tous. Nous sommes ravis d'enchaîner. Je vous rappelle que vous êtes en train de nous regarder. Nous sommes ici en direct à Paris, donc au ministère de l'économie, des finances et de la relance pour cette journée de conférence, 2 jours consacrés aux problèmes liés au numérique. Donc, dans quelques instants, j'aurai le plaisir de donner la parole à Madame Shoshana Zuboff, qui est professeure émérite à la Harvard Business School. Le temps de se mettre en contact avec elle. Vous nous regardez, apparemment vous êtes très nombreux, et nous sommes très contents de vous avoir avec nous. Donc, on me signale qu'il y a un petit problème technique. Nous avions prévu une pause. Nous allons tout de suite enchaîner sur la pause, et ce sera un plaisir de vous retrouver tout de suite après, j'espère, en compagnie de notre professeure, Madame Shoshana Zuboff. On se retrouve dans quelques instants, le temps de faire une petite pause. Merci beaucoup.